Chers auditeurs, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, on parle de performance avec Nicolas Côté, cycliste et ingénieur en résidence chez Physio Vélo. C'est parti! Cette semaine, on a la chance d'avoir une discussion passionnante, Nicolas et moi, autour de la performance, autour des roulements en céramique, autour des pneus les plus rapides sur le marché, autour des cockpits de contre-la-montre, autour de l'impression 3D. Bref, on discute de plein de sujets qui sont dans la tête de tous les cyclistes qui aimeraient se dépasser avec de la performance et qui veulent savoir où est-ce que je devrais investir mon argent, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine, si je veux gagner un mardi cycliste ou si je veux gagner un contre-la-montre, où je dois mettre mes efforts. À travers cet épisode-là, on va aussi discuter de certaines pratiques de marketing, de certains modèles spécifiques de vélo pour vous donner notre opinion d'expert sur le sujet. J'espère que vous allez apprécier autant que moi cet épisode passionnant avec Nicolas Côté. Alors, sans plus tarder, on met ça dans vos oreilles. C'est parti! Hey Nicolas, aujourd'hui, on continue notre exploration de la culture cycliste versus la réalité. Puis la performance, aujourd'hui, on parlait de la performance, puis tu nous avais bien averti que ce serait un rant. Un rant, c'est genre un commentaire éditorial à saveur... De la pourriture éditoriale. Ben non. On appelle ça... Ma conjointe, l'autre jour, quand j'y ai montré un truc, elle était comme... Elle dit, quand tu fais ça, elle dit, on appelle ça une opinion d'expert ou un commentaire d'expert. OK. Puis je pense que tu peux prétendre à ce statut. Moi, je suis pas un expert en vélo, là. Non? Non. S'il y a des gens qui te voient comme ça, qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je fais du cyclisme occasionnellement. En fait, je sais. J'ai pensé à ça. Pourquoi je fais de la course de vélo? Ouais. Puis, c'est bon, ça, on commence par ça. Pourquoi je fais de la course de vélo? Puis, franchement, j'avais de la misère à répondre à ma question. Ah ouais? Parce que, tu sais, j'aime quand même ça, le défi physique. Ouais. Donc, tu sais, j'aime ça me mettre à bloc, mettons. Ouais. J'aime ça être essoufflé. Aller puis, au bout de ce que quand tu as le goût d'arrêter. Là. Mais j'ai pas une motivation pour m'entraîner. Donc, je vais pas être genre comme calculer mes affaires comme genre telle course, là, faut que je me prépare, faut que j'aille faire comme mes intervalles, faut que je perde 5 kilos, puis là, c'est comme, ça m'intéresse pas, là. Moi, c'est comme, je fais de la course, puis la course, c'est comme la motivation pour m'entraîner, juste pour être capable de faire la course. Donc là, je sais pas si on a le droit de dire on est à quel moment de l'année. Là. Ben ouais. Bon, il y avait le Grand Prix de Charlevoix la semaine dernière. Ouais. Je suis fait crisser une volée. Toute la fin de semaine. Mais ça a été ma meilleure année. Parce que c'était meilleur chiffre, mettons? Ouais, j'avais fait des bonnes watts, puis aussi, ben mettons, c'est l'année que j'ai toffé avec le peloton le plus longtemps pendant la course sur route. J'ai fait un contre-la-montre, c'est pas pire, là. Je suis arrivé 15e, je pense, au contre-la-montre, là, sur 100 quelques personnes. Là. Ouais. Puis, il y a un hill climb aussi. Là. Ouais. Puis, à chaque année, je me dis, ben, faut pas que j'arrive dernier. C'est le hill climb. Mission accomplie. C'est quand même costaud, là, tu sais. C'est un genre de... Ça m'a pris 13 minutes, là. 13 minutes à 375, tu sais. C'est comme... Pour le commun des mortels, ça peut sembler élevé, là, mais le gars qui a gagné, il a sensiblement ma shape. Ah ouais? Hein? Lui, il l'a fait en 10 minutes et demi. Il a fait 470. Tabarnak. Ça en va aux Olympiques aussi. Fait que, lui, il est bon pour de vrai. Mais c'est assez pour te motiver. Donc, te faire défoncer comme ça. Ouais, ben, tu sais, le Grand Prix de Charlevoix, je sais que mais ça vient, tu sais, t'as la fin de semaine avec ton équipe, t'as tes amis, c'est une activité. Là. Ouais. Les crits, j'ai plus de chance avec mon profil de cycliste. Là,
pilotes bien. Tu sais, ça vient beaucoup plus des habiletés de pilotage plutôt que juste des watts puis de la forme physique. Ben, j'ai comme, c'est moi ou si on parle de l'historique sportif, c'est vraiment une combinaison de ton mountain bike puis du powerlifting. Tu sais, parce que tu exploses des watts au bon moment. Oui, puis mais faut que tu putain, non? putain, j'avais un meilleur sprint avant. Ouais, ben parce, Pas mal. parce que c'est ça que t'es arrivé d'une discipline Ouais. où il fallait que tu fasses de quoi de complètement crazy. Là. Ouais. Donc, j'ai commencé en vélo de montagne parce que je faisais du BMX. Puis Avec là, quel vélo, hein? T'as commencé à vélo? En descente. Ah ouais? Je faisais de la descente. Donc, je faisais du BMX. Puis là, après ça me tentait, je sais pas, ça me tentait de faire de la course, quelque chose. Là, parce que mon père faisait du triathlon, puis il faisait des courses de triathlon. Fait que c'est peut-être pour ça que ça a déteint sur moi l'esprit compétitif. Là. Donc, j'ai commencé comme ça à 15 ans. J'étais en 2e année cadet. Puis j'en ai fait jusqu'en 2014, ma dernière saison. Donc 2006 à 2014. Non, 2005, ma première. 2005 à 2014. Wow. 2015, j'ai eu un accident de vélo, en vélo de route. Je me suis pété les 2 bras en même temps. J'ai rentré d'une voiture, c'était de ma faute. C'est ça. Donc, tout l'été, j'ai pas fait de bike de montagne. J'ai tout vendu mon stock de bike de montagne. Puis là, ben, avec mon vélo de route, en fait, le frame était fendu. Là, j'ai acheté un autre. Là. C'est la seule activité que je pouvais faire pour sortir de la maison. C'était facile. Avec, une fois que j'ai eu mes plâtres d'enlever, là, j'avais mes attelles puis j'allais pout-pout. Donc, ça faisait un petit bout là, que je voulais arrêter de faire du vélo de montagne parce que c'est une activité... c'est une opération. Il faut que tu te rendes à la montagne, tu fais du bike de montagne toute la journée, ton bike il pète, faut que tu laves ton bike, c'est ça. Puis j'en faisais plus assez pour être comme bon ou compétitif. Oh, puis il y a un coût associé. Parce que c'est ça, le monde qui sont bons au Québec en mountain bike, ils habitent à Bromont. Ouais, puis ils font 4-5 chaises le soir en finissant de travailler. Puis ensuite de ça, ils rentrent à la maison. Ils peuvent en faire à tous les jours. Ouais. Du bike de route, tu sors de chez toi, tu vas faire 7-8 tours du circuit de Formule 1. Quand tu es écœuré, tu rentres à la maison. Ouais, c'est sûr qu'habiter en bas d'une montagne, là, moi, c'est mon exact. Hein? Donc, habiter à Bromont, c'est sûr que je ferais du vélo de montagne. Là. Ouais. On n'en parle même pas. Là. Ouais. Mais j'habite pas à Bromont, donc je fais du bike de route. Si on repasse par la performance, là, donc t'es arrivé, là, tu faisais pout-pout, t'avais cassé tes 2 bras, puis là, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te dépasser sur ton bike? Ben, pour revenir à mon affaire de quand je travaillais au bike shop, quand j'étais plus jeune, il y avait un gars qui montait à tous les mardis à Montréal faire les mardis cyclistes de la Chine. Puis ça m'était comme resté dans la tête comme cette affaire-là mythique de faire les Lachines. Puis j'avais jamais vu. Jamais été voir. Fait que mon premier crit, j'ai fait le crit de Boucherville en 2015. Je me suis fait dropper. Puis là, je me suis dit, ben là, je vais m'entraîner. Puis là, je pensais que je m'étais entraîné. Puis là, ma deuxième course que j'ai faite, j'étais allé faire le premier mardi cycliste en 2016. Puis, ben évidemment, je me suis fait dropper. Tu t'es fait lapper ou? Ah oui. Là, quand tu te fais lapper, tu sais, t'es out, là. Donc là, je suis retourné à chaque semaine cet été-là. Puis je n'ai pas fini un. Puis là, à chaque semaine, ben là, la première fois, tu fais 11 tours. La deuxième fois, tu en fais 13-14. Puis à un moment donné, ben, tu finis par le finir. Donc, j'ai fini mon premier en 2017. Combien de tours? Ma deuxième pour saison. Les gens qui connaissent pas, 31 tours. 31 tours. Le premier, c'est ce soir. Donc, j'ai hâte. 4 juin. 4 juin. On est-tu le 4 juin? Hein? On est-tu le 5? Je sais pas. Check sinon ça. T'as le droit. On est le 4. On est le 4. On est le 4. 4 juin ce soir. 4 juin. Donc, premier mardi cycliste de la Chine. J'ai quand même hâte. C'est une belle ambiance. Il y a des spectateurs. C'est pas dans le milieu d'un champ à quelque part. Ouais. Donc, c'est une belle course. C'est pour ceux et celles qui n'ont jamais été voir. Fait que là, quand t'as réussi à finir cette course-là pour la première fois, t'étais hook. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ça devient comme... tu pourrais comparer ça à faire du surf. Là, c'est comme surfer une vague. Quand t'as compris comment le peloton il roule, puis comment la course se déroule, puis t'es un peu alerte de qu'est-ce qui se passe. C'est plus facile.
T'as pas besoin de faire des énormes watts là, pour finir la course. T'as assez joué dans le trafic pour comprendre ouais, c'est qu'est-ce ça. qui se passe. J'ai vraiment joué dans le trafic que j'avais comme pas vraiment le choix d'apprendre à piloter puis d'apprendre cette vague-là à suivre la vague du peloton. Parce que j'étais tellement pas en forme, j'étais tellement à bloc que dès que je faisais une erreur, je me faisais larguer. Ah ouais, hein? Donc, j'ai appris à pas freiner puis à tourner. Avec iBike, on faisait beaucoup de fixie dans le temps. On faisait des crits de fix gear. Rip Red Hook. Ouais, Rip. Hein. C'est les courses courses mythiques. Là. Ouais. Mais ça t'a appris à se chauffer d'un autre niveau. Exact. Là. Donc, parce que quand tu fais du fix gear, un vélo de piste, sur la route, dans des parcours sinueux... C'est ça, où tu peux pas freiner puis tu peux pas arrêter de pédaler. Faut que tu calcules tout. Ben, faut que ta vitesse à l'entrée de virage elle soit bonne. Ouais. Parce que sinon, ben, soit l'inclinaison de ton bike soit que tu as bonne. trop ralenti, puis Ouais. que tu vas être obligé de trop accélérer à la fin, ou que tu vas trop vite puis tes pédales vont frotter à terre. Puis que tu rentres dans les barrières. C'est ça. Mais ça, c'est drôle. J'avais cette discussion-là, petit aparté, là, sur le fixe. Je pensais pas qu'on allait aller là aujourd'hui, mais c'est tellement nice. Mes collègues me demandaient pourquoi j'avais fait ça, puis qu'est-ce que j'avais aimé d'avoir un fixe, puis de me déplacer, tout ça. J'étais comme... C'est comme si tu savais pas faire du bike. C'est comme si, pour un cycliste qui a de l'expérience, tu te fais un fixe, puis là, tu penses que tu sais faire du bike, puis tu te fais démolir par ton propre vélo. Puis là, il faut que tu comprennes, que tu anticipes, que tu checkes le trafic, tu sais, comme les manières de pas tant freiner pour faire un coin de rue, pour, tu sais, là, c'est pas legit, là, mais tu comprends. Le point, c'est de dire, t'apprends vraiment à piloter en milieu urbain. Je le ferais plus aujourd'hui parce que genre il y a du danger là, éminent que je réalisais pas quand j'étais plus jeune. Mais je dirais pas non à faire une course en fixe sur un circuit fermé parce que je sais que le challenge, c'est vraiment... Les watts, c'est genre moins que 50% de l'équation. Là. L'équation, c'est genre piloter comme un pro puis tout calculer tes affaires. Ben, avec les parcours qu'il y avait dans le Red Hook, c'est vraiment du pilotage. C'était ça, là, c'était fou. Il y a quelques crits de fixie là, qui restent là, d'une année à l'autre. Là. Il y en a un à Toronto cet été. Ben, le Jackalope, il est encore là? Non, le Jackalope, il n'y a plus ça. Ah non? Il y en a quelques-uns à Laval. Oui. Mais le parcours le mercredi à Laval, c'est des lignes droites d'1 kilomètre. Ouais. Donc là, ça devient plus un genre de contre-la-montre. Un contre-la-montre en fixe. Hein? C'est ça. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est juste c'est romantique faire des courses de fixie. C'est parce vraiment... que c'est juste comme, faire du fixe, c'est romantique. C'est l'expression du vélo à son plus simple. Ouais. C'est comme se stripper des shots d'espresso. Là, c'est le café à son plus simple. Ouais. Mais dans le fixe, là, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est comme un exercice de pleine conscience aussi parce que ton attention peut pas être ailleurs. Tu sens le vélo... Si tu veux ralentir tes pieds, le vélo te pousse. Puis là, t'es obligé d'être ultra dans... Tu rides ça, puis t'es obligé de tout oublier. T'as pas le choix de te concentrer sur ce qui se passe. Puis si t'oublies de te concentrer, ton vélo te le rappelle parce que genre les pédales continuent à pédaler. Ouais, c'est ça. Puis là, t'essaies de coaster, puis tu manques bêcher. Tu manques bêcher, c'est ça. Tu te fais comme catapulter un peu dans les airs. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Donc, assez de fixie. Ouais, assez de fixie. Personne qui fait du fixe dans ton auditoire. Ben là, en fait, avec le vélodrome, ils font du fixe. Oui, mais le monde qui font du fixe ne se font pas faire des bike fit. C'est ça. C'est contre la culture. Mais moi, je suis inclusif, mec. Je suis dans la bienveillance. Ça. Ça te prend ton 6-pack de Milwaukee Dry. Ma pierre de microbrasserie. Des jeans, ta casquette Columbus ou Sinelli Italie. Là. Moi, la première fois que j'ai collaboré avec iBike, là, c'était comme un rêve. Là. Ouais. Parce que pour moi, c'était comme un truc de culture underground que j'avais accès. C'était les glory days de fixe, mais là, la culture de iBike a vraiment changé. Là. Il y a des vidéos du monde de iBike là, jadis là, qui descendaient des côtes en fixe gear puis qui se lançaient des feux d'artifice dessus en même temps. Oh, wow! Puis le week-end dernier, Josh, propriétaire de iBike, a acheté de la Corona sans alcool. On est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs. Le vieillissement, tout le monde vieillit. Mais tu sais, le monde qui reste de cette gang-là originale ont
tranquillement transitionné vers le vélo de route parce qu'il se rendait compte que faire des courses de fixie... il allait y perdre Oui, puis aussi, il n'y en avait pas beaucoup. Puis si tu veux faire de la vraie course, il faut que tu fasses de la course sur route. Là. Chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour vous demander de bien vouloir vous abonner aux différentes chaînes de Physio Vélo. Et si vous voulez aller encore plus en profondeur, bien, c'est pas compliqué. Vous avez simplement à vous abonner à notre infolette. Le lien est sous la vidéo, sous le podcast. C'est la meilleure manière de rentrer en communication avec nous et d'aller plus loin sur des sujets de bike fitting, de prévention des blessures, de performance, d'alimentation, de nutrition, fabrication de vélos, bref, tout ce que les cyclistes passionnés veulent connaître, on en parle dans notre infolette. Et c'est aussi la meilleure manière de vous communiquer avec nous afin de nous faire parvenir vos commentaires, vos idées, vos suggestions. On est tellement content d'être déjà 3000 dans cette grande famille-là de Physio Vélo. Laissez pas passer votre chance et abonnez-vous à notre infolette. Sur ce, je vous dis merci de votre confiance et sans plus tarder, on reprend l'épisode. On revient à la performance. Ouais. Qu'est-ce que ça prend au niveau de la performance pour gagner un Lachine? Je trouve que c'est un bel exemple pour commencer. Donc, c'est un critérium qui dure 1 heure, mettons. C'est un quadrilatère. Ouais. Un quadrilatère qui fait 1 km de long? Non, 1.6. C'est genre le meilleur exemple pour expliquer que finalement, ton bike moins relevant que dans d'autres contextes. Ouais. On part-tu de là? Mettons... On part-tu de l'aéro et du matériel? Je vais te parler de Charles Ouimet. A fini un Lachine avec le Specialized Dolce à sa mère en Sora avec un plateau triple puis des ralentisseurs. Des ralentisseurs étant? Tu sais, t'as tes freins. Ah oui, les petits freins là, pour le cyclotourisme. Oh, wow. En fait, je pense qu'il l'a fini. Charles out. C'est quand même hot. Là. On veut une photo du Dolce, Charles. Puis, si je check le nombre de courses que ça m'a pris avant d'en finir un, là, ça m'en a pris, je sais pas, mettons 7-8 avant d'en finir un. Mm-hmm. Je pense que Charles est fini genre son 3e ou son 4e. Là. Donc, c'est quand même assez hot. Là. Oh, ouais. Il a vraiment appris assez rapidement. Mais il y avait le côté pilotage, je pense que... Puis je pense que le patin de vitesse puis le longboard, ça l'a beaucoup aidé avec cette sensation de vitesse. Du pack autour de lui. Qu'est-ce qui se Oui, passe? c'est ça. Quand t'es un athlète né, il y a du monde qui sont bons dans tout. Là. Mm-hmm. Je pense que Charles, le pilotage, ça l'a vraiment aidé. Fait qu'on peut y aller avec un Dolce. Ouais. On se prend un Dolce Used. Moi, je te dirais 100%. Là. Penses-tu qu'il était sur le 3e plateau? Ben, c'est sûr, tu barres ça sur le 3e plateau. Tu barres ça le plateau, t'as pas besoin de ça. Là. Moi, je ne faites pas comme moi. Là. Allez pas là à votre première ou deuxième course. Là. Maintenant, il est rendu avec beaucoup de courses sur le calendrier au Québec. Ouais. Puis c'est assez difficile de rentrer dans le vélo, mettons, quand tu arrives de rien. OK. Parce qu'il y a beaucoup de monde que ça fait depuis qu'ils ont 12, 13 ans qui en font. Mm-hmm. Ils ont passé par tous les clubs de développement. Ils ont appris à prendre des bouteilles dans un feed. Ils ont appris à faire toutes sortes d'affaires que quand tu décides de rentrer là-dedans, quand tu as 25 ans, personne ne te l'a montré. Il n'y a personne qui te... Tu penses que tu es bon en vélo parce que tu vas faire la raid du Messerem le samedi. Là. Mais... C'est quand même... C'est un autre paire de manches. Ouais. Donc, puis c'est dangereux, au final. Oui. Moi, c'est un peu ça le message que je pense que les gens, il faut qu'ils retiennent. On en a parlé avec d'autres invités. Mais c'est que pratiquer le vélo, c'est le fun. Fait qu'il faut s'arranger pour pas tomber puis pas faire tomber les autres. C'est ça. Parce que c'est dangereux pour toi puis c'est dangereux pour les autres. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de courses sur le calendrier qui ne sont pas les mardis cyclistes. Donc, mettons, les premières courses de la saison, là, c'est comme des quadrilatères dans le milieu des champs. Mm-hmm. Donc, ton positionnement, il est moins important. Dans le peloton, tu parles rôder un peu plus en arrière du peloton, sur les côtés du peloton. Tu as un virage à chaque 5 km, donc quand même bien que tu vas chier ton virage, t'en as pas un qui arrive à tous les 400 mètres. Là. Donc, pour les gens qui veulent commencer ou embarquer là-dedans, c'est peut-être une meilleure alternative. Ouais.
il y a les critériums à Laval maintenant qui acceptent les Seniors 3. Donc, ça, c'est un autre beau crit. C'est plus large qu'à la Chine. C'est tout un pack de maîtres qui sont expérimentés. Donc, si tu as comme 3-4 nouveaux dans le pack, ça va moins paraître. Tu sais, 3-4 nouveaux à la Chine, ils sont plus là au 5e tour. Là. Ouais. Ou s'ils sont encore là, ben... Mais ça, c'est un bon message d'intérêt éducatif public. C'est pas parce que tu fais 5 watts par kilo sur Zwift que tu te dois d'aller courser. Exact. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux, oui. Ben, ça, je pense que le message, on le répète, parce que c'est juste poche, là, le monde qui se casse un fémur un mardi soir. Là. C'est ça. Puis c'est déjà arrivé ça arrive à chaque année, la finale des mardis cyclistes. Là, tout le monde qui en ont pas fait de l'été, ils se disent c'est ma dernière chance d'y aller. Puis c'est arrivé 2 fois depuis que je l'ai fait, qu'il y a eu une pause de 45 minutes pour sortir des blessés en ambulance. Puis l'organisateur de la course a volontairement fait une pause de 45 minutes pour que le monde s'en aille qui n'ont pas d'affaires là. Puis que les seules personnes qui restent, c'est les gens qui font le général puis le cumulatif, tu sais. Ouais. Donc... Parlons d'un sport d'élite. Oui. Mais on revient à notre performance, Nick, parce que là, il faut se rappeler ce qu'on veut, c'est essayer de donner des outils aux gens pour qu'ils fassent les bons choix par rapport à leur matériel, puis aux priorités qu'ils vont accorder à certains aspects de leur entraînement, de leur position cycliste, etc. Fait qu'une des choses, on pourrait partir avec... tantôt, dans un autre épisode, on a dit « Steel is real, but carbon wins the tour ». Celui-là, ça pourrait être « Aero is everything, but... » Ce serait « but » quoi? Moi, je dirais la première affaire, c'est que faut que tu sois bien sur ton vélo. Comme je t'ai converti, hein? Ouais. Ben moi, je suis quand même bien avec ma potence de 130 mm. Là. C'est sûr, là, t'as pas des bras de T-Rex, là, t'as des longs bras de Michael Phelps. Tu sais, quand tu commences puis que tu pousses moins de watts, tu as plus de poids sur ta selle puis sur tes mains. T'sais, plus que tu pousses fort dans tes pédales, moins que tu as de poids à soutenir avec ta selle puis tes mains. Ouais. Donc, la position que le pro va adopter, que tu trouves qui est belle puis que tu essaies d'émuler, qui est aérodynamique, la majorité du monde ne sont pas capables de tenir ça. Là. Puis, et ne devraient pas fitter leur vélo comme ça non plus. Là. Donc, j'irais avec un vélo approprié pour qu'est-ce que tu veux faire. Si ton but, c'est de faire une ride de 100 km dans ton année, puis que c'est ça ton défi, un vélo avec des pneus plus larges, une géométrie un peu plus relaxe. Un vélo Giant Defy. C'est ça, un vélo endurance. Là, les vélos endurance, c'est le head tube qui est plus haut. La fourche va être un petit peu plus slack en avant, là, plus loin en avant pour donner plus de stabilité. Là. L'empattement du vélo il est plus long. Ouais. Puis le poteau de selle, souvent, est un petit peu plus vers l'arrière. Ouais. Donc, tu as une position vraiment plus debout, qui va ressembler à un vélo hybride. Donc, c'est tout sur un continuum. Je pense que maintenant, ça, c'est le gros segment du marché, je trouve, qui est comme vraiment, vraiment bien exploité par l'industrie, c'est-à-dire le vélo de route de type endurance qui est versatile. Tu trouves qu'il est bien exploité? Hein? Parce que la majorité des compagnies en offrent, mais ils ont plus d'offres au niveau performance. Oui, puis ça, est-ce que c'est expliqué, je me pose la question, est-ce que c'est expliqué aussi par le fait que les règles de l'UCI, c'est que pour rider un bike dans les courses de l'UCI, il faut qu'il soit disponible au grand public. Il y a ça aussi qui teinte ce que l'industrie fait comme choix. Je veux pas, tes bikes... En tout cas, Specialized puis Giant, je pense pas, puis Trek, là, ils vont pas développer un vélo en fonction de leur équipe pro. Là. Ils vont développer un vélo qu'ils peuvent vendre. Puis après ça, ils vont faire la version pour les pros. Ils vont le donner aux pros. Je pense pas que c'est avec les équipes pro que... Non, mais je suis pas un expert en marketing là, et de loin. Là, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont plus d'incentives à créer des vélos de performance parce qu'il faut qu'ils soient disponibles pour les équipes pro. Ouais. Puis c'est ça qui se vend aussi. Là.
C'est ça qui Tu sais, je reviens à mon histoire de golf là, de tout à l'heure, là, ton driver qui frappe plus loin, puis la balle qui est meilleure. Ouais. C'est une affaire c'est une affaire de monsieur, genre. Sauf qu'en vélo, là, le problème, c'est que tu as plusieurs terrains qu'il faut que tu navigues. Ouais. Fait que moi, tu sais, les vélos que je réussis à faire le meilleur travail en clinique pour mes clients, de tout acabit, tout gabarit, de toutes les formes physiques puis de tous les niveaux d'activité physique, là, c'est clairement mes vélos de route endurance. C'est genre, mettons, Argon 18 Krypton, Giant Defy, le Spech, le Doman. Le Doman. Même, on a le Checkpoint aussi. T'as le Spech Roubaix. Le Roubaix. Là, moi, mon gros bémol sur ça, c'est les technologies qui sont intégrées, qui sont pas toujours utiles. T'as la choc sur la fourche, c'est ça qui est plus ou moins... qui rajoute des complexités. C'est la choc sur la colonne de direction, en fait. Là. Puis là, maintenant, dans le Diverge, on l'a vu tantôt, là, quand on est monté à la clinique, il y avait un client qui avait un Diverge avec un... C'est un vélo plus de gravel, ça? Ouais, parce que le Roubaix, c'est vrai, t'as bien raison. Mais bref, moi, les choses que je suis méfiant, c'est toujours les technologies, parce que là, les technologies, ça veut dire que je passe du temps au bike shop et non en train d'utiliser mon bike. Moi, j'étais un utilitariste, là. Ma blonde, l'autre jour, elle m'a demandé si ses amis parlaient, elle a dit « Est-ce que ton chum, il porte ça des casquettes? » Là, ma blonde est comme « Ouais. » Puis là, elle dit « Ah, moi, j'aime ça, les casquettes à l'envers. » Puis là, la personne demande « Ah, ton chum, il a déjà porté sa casquette à l'envers? Ça lui fait-tu bien? » Puis là, ma blonde a répondu « Je pense que mon chum, s'il porte une casquette, c'est parce qu'il veut sa palette. Genre, tu sais, il a jamais porté une casquette à l'envers parce que ça ne remplit pas la fonction. » Il veut se couvrir les yeux du soleil. C'est ça. Fait que je pense que j'ai jamais mis une casquette à l'envers. Fait que c'est sûr que moi, mon billet, là, c'est vraiment utilitariste. Il faut que ça ait une fonction. Moi, la fonction des fois de la technologie dans les bikes, c'est de garder les bikes au bike shop. Puis moi, je suis comme Chris, mon bike, je veux l'utiliser pour aider. Ouais, c'est ça. Puis t'en as déjà parlé avec les cockpits intégrés. Avec Charles, longuement, là. Ben moi, c'est ça, hein. Je suis tellement en colère. Oui, c'est ça. Puis moi, je choisis de ne pas avoir de cockpit intégré parce que je peux pas aller chercher la position que je vais aller chercher avec ça. Exact. J'avais des problèmes d'engourdissement là, dans mes 3 doigts ici, puis tu me l'avais réglé en pivotant mon cintre vers l'avant. Puis ça l'a tout... Mais avec un... Cockpit intégré, on n'aurait même pas pu faire la rotation. On peut pas faire ça. Donc, tu veux changer le reach de ton guidon, la largeur, la longueur de la potence. Sérieux, c'est une job à 1000$. Ouais, puis moi, je le vois... Maintenant, je le vois, le problème, c'est que les gens m'appellent puis ils consomment nos services de consultation, tu sais, pour, genre, mettons, les aligner sur un bon choix une fois qu'ils sont venus comme clients une fois. Puis là, ils veulent savoir, à partir de leur mesure qu'on a faite sur un autre bike, lequel, mettons, cockpit intégré sur le Canyon, ils doivent se procurer. Puis là, tu sais, mettons, tu as quelques choix. Tu sais, chez Canyon, tu vas avoir, mettons, le 80 potence, il se fait juste en 40 cm de large. Puis après ça, si tu vas à 120, il se fait en 44. Fait que tu n'as jamais un match de ce que tu veux. Parce si tu veux 130 puis 40, ça se fait pas. Ça se fait pas. Okay. Puis, en fait, le point, c'est que tu n'as pas la rotation. Genre, tes leviers de frein vitesse, je vais pouvoir les replacer, mais... Les drops, je pourrais pas. La longueur, des fois, du reach du guidon lui-même. Fait que, tu sais, moi, je pense vraiment que... Puis, ma tête va vite, mais je pense aux pros, tu sais, qui l'utilisent. Pourquoi les pros l'utilisent? Les pros l'utilisent parce que souvent, ils vont l'avoir fait imprimer, genre custom. Genre. Oui. Ils vont avoir dit, moi, je veux la 95 avec un guidon c'est ça. 38. Puis, je pense qu'ils ont suffisamment de choix d'équipement que si ça leur fait vraiment pas, ils vont avoir une autre alternative. Ouais, exact. Parce que si tu es obligé de l'acheter 1, puis 2, puis 3 guidons... À 800$ pièce. À 800$, c'est ça. Aïe. Par où on commence pour la performance si on parle d'aérodynamisme? Parce que moi, j'ai le goût de parler d'aérodynamisme du bike. Je trouve ça vraiment hot, l'aérodynamisme. Je vais commencer par ça. T'aimes ça être aéro? Mais il y a un gros mais. Tu sais qu'est-ce qu'elle a dit, ma collègue Christina? Elle a dit, qu'est-ce qu'on devrait retenir du podcast avec Nicolas? Elle a dit que c'était important d'avoir un ami qui a une imprimante 3D. OK. Pour custom ton cockpit. Pour du contre-la-montre, t'as pas vraiment le choix. Là. Si tu veux te faire des petits spacers en angle, etc., t'as pas le choix. Là. Mais l'aérodynamisme, c'est cool, mais je vais commencer par... ça va être un rant de marketing. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est parti. Specialized qui revient encore. Hey!
C'est comme la bête du marketing. Frappe sur tout le monde. Mais c'est des malades, c'est sûr. Moi, je veux m'inspirer. C'est comme Ben oui. c'est Specialized puis Apple doivent faire affaire avec la même firme de consultants. Là. Tu sais, ton Apple 15. Ben, est-ce qu'on peut dire que mon iPhone 15 Pro, on filme ça, le grand angle avec ça? USB-C. USB-C, merci l'Union européenne. C'est ça. C'est la seule amélioration qu'ils ont faite. Ben écoute, c'est ce qui manquait. Donc, mettons Tarmac SL6, SL7, SL8. Ouais. C'est tout fantastique vélo. C'est vraiment un beau vélo de route, un bon vélo de route. Ouais. Le gros claim de marketing, c'est que le SL8 est 16 secondes plus rapide sur 40 km que le SL7. À 40 km/h. À 45 km/h. À 45. 45. Qui roule 45? Hein? Ben toi. Non. ma vitesse moyenne là, sur Strava sur un an, là, c'est genre 29, 30. Donc, puis pour passer là, de 30 km/h à 45 km/h, là, on peut le calculer, là, la différence de puissance que tu as de besoin. Là. La puissance, c'est proportionnel au cube de la vitesse. Donc, si tu veux passer de 20 à 40, tu fasses 8 fois plus de puissance. Donc, je vais le calculer rapidement. Là. De 30 à 45, c'est 1 fois et demi. 150%. C'est 3,3 fois plus de puissance que ça te prend pour passer de 3,3 fois. De 30 à 45. Ça fait que mettons que je pousse 200 watts puis que je roule à 30. Ben, à 30, tu devrais plus pousser comme 125, 130. Ouais. Là, mais bon, mettons que tu fais 150 watts à 30 km/h. Ouais. Faut que tu fasses 450 à 45. Hey, ça, là, tu viens de décourager bien du monde. Là. Donc, ton 16 secondes à 45 km/h, il vaut quoi à 30 km/h? T'sais, il vaut rien. 0, là. Alors, si tu vas aller chercher de la... Est-ce qu'on s'achète vraiment un SL8 pour les 16 secondes? Ben non, mais si tu achètes le SL8, parce que c'est lui que tu achètes, là. C'est un symbole de statut social. Oui. Non? Si on veut, là. Ça, c'est un SL8 Swerk, ça prend beaucoup de revenus discrétionnaires. Là, c'est 18 000 $. Là. Moi, j'ai un vélo en acier puis c'est un statement pour les gens. Même à moitié prix, j'ai pas les moyens de m'en acheter un. Mais bref, tout ça pour... outre le rent, mais le point, c'est juste de dire que le bike en soi, là, c'est pas lui là, qui est le drag là, dans l'aérodynamisme. Non, mais la majorité, ça va être la personne. Mm-hmm. Donc... Puis la personne, il faut que tu sois capable d'aller chercher une position aérodynamique en premier. Puis la majorité des gens... Ils n'ont pas la mobilité des hanches. Oui, c'est ça, puis ils peuvent pas aller le chercher. Non. Alors à ce moment-là, si tu es dans la recherche de performance, va être capable... juste être capable de passer 3 heures sur ton vélo. Ou on va y aller plus simple que ça. Sans douleur. Toucher tes orteils, sans plier les genoux. Ouais. Tu sais, genre, commence par ça, parce que sinon, tu te rendras pas à ton cockpit. C'est ça. Ça peut être vraiment simple, puis ça, c'est le défaut, parce que souvent, mettons, les gens vont passer à côté d'une belle expérience sportive parce qu'ils font le mauvais choix de vélo. Puis quand tu as dépensé un montant élevé, puis que je suis pas capable de te mettre dans une position confortable parce que, par exemple, la colonne de direction, je suis déjà au plus haut. Ouais. Puis que je me dis, je peux même pas réussir à ce vélo-là à vous garantir que vous allez être confortable parce que votre corps, il est pas capable de se rendre. C'est ça. C'est vraiment dommage. Fait qu'il faut faire attention. Alors, la première affaire, c'est vraiment de choisir le bon vélo. Pour ce que tu as besoin de faire. Pour ce que tu as besoin de faire. Puis là, tu sais, 95% du temps, ça va être un vélo d'endurance. Oui, 100%. À part la mince portion de la population qui fait vraiment de la course. Là. Puis l'avantage, là, si on peut se permettre, c'est que le vélo d'endurance, là, si tu veux le mettre aéro, c'est possible. Mais le vélo aéro, là, de performance, tu ne peux pas le mettre en endurance. Fait que c'est comme, tu sais, le vélo, si jamais tu voudrais mettre un Giant Defy avec une position agressive, tu pourrais. Tu slams la potence, tu mets la potence par en bas, tu mets une moins 17 ou une moins 35 si t'es complètement... Genre, t'as vraiment besoin d'aller voir jusqu'où tu peux te pencher, là. Peter Sagan, il a gagné Paris-Roubaix avec un Spech Roubaix. Ben ouais. C'est un vélo d'endurance, mais il avait mis la potence négative par en bas, puis il avait sa même position. Là. Ouais. Donc, c'est ça, juste partir avec le bon vélo, puis des vêtements confortables.
Le budget là, qu'on parlait dans l'autre épisode. Là. Ouais. C'est sûr, t'as une grosse partie de moi qui n'aime pas la communauté cycliste à cause que ça s'en vient beaucoup de l'apparence. Tu as ton kit de vélo qui est ultra cher, tu roules avec ton Swerk, ça te prend ton beau petit casque blanc. Mais si tu y vas comme... Moi, j'ai l'impression que c'est un phénomène plus large que ça, parce que si on regarde la course à pied, c'est la même chose. Puis c'est le fait que la pratique sportive se démocratise dans toute la population. Ouais. Fait que si tu as toute la population qui le fait, faut qu'il y ait un aspect de mode parce que t'es plus underground. Mais la course à pied, là, t'as combien de paires de chaussures puis de outfits pour 18 000 $? Hein? Tu peux t'acheter... tu peux t'en acheter là, des paires de chaussures puis des casquettes cielées là, pour 18 000 $. Non, mais je suis d'accord, mais ton point, c'est plus de dire que ça devient... Ben, des modes, il y en a toujours eu, là, mais bref. Puis, tu sais, t'as-tu des... Il y a beaucoup de marques de bibs de vélo. Ouais. Là. 400 $ pour un bib. Ouais. 400 $ pour un cuissard. Hein. Ouais. Je pense que le plus important quand tu achètes un cuissard, bon, il faut qu'il soit confortable, mais si tu veux qu'il dure longtemps, puis ça, le monde ne le savent pas, là, c'est que tu le laves à délicat dans une petite pochette en tissu. Tu le fais sécher à l'air. Puis tu le fais sécher. Genre, le monde, là, moi, j'ai vu trop de gens que je leur ai appris ça, puis qui faisaient laveuse-sécheuse, puis qui mettaient ça avec tout. Puis là, finalement, tes bretelles, ils pognent dans... C'est ça. Ils pognent dans quelque chose. Tu peux le faire avec ton vieux que tu le mets pour faire du trainer l'hiver. Là, mais non, mais il faut que tu en prennes soin. Là. C'est juste que c'est des fibres synthétiques, c'est du matériel... exact. Mais bref, fait que la personne donc, sur le vélo, hein. Donc, c'est ça, des bons vêtements de vélo, un bon cuissard, un bon top. Puis il y a beaucoup d'options. Là. Nos vêtements d'équipe, cette année, c'est Castelli. On avait du BME avant. Mm-hmm. Moi, les BME, je les aimais. Les Castelli, j'étais un peu indifférent. Ouais. T'as du Castelli sur Endurance Rack sur Internet pour 70% de rabais tout le temps. Ouais. Tu peux t'acheter un bib noir, le même... ça va tout en bas de 200 $. Là. C'est quoi tes morceaux de vêtements pour lesquels tu investis le plus, toi? Moi, je suis pas la bonne personne à aller c'est pas grave. poser. Parce que moi, je porte tout le temps mes vêtements d'équipe. Parce que je les achète au début de la saison. Ouais. Je dépense 600 $ en skin suit pour mes skin suits d'équipe. Donc, je les porte, puis je les trouve quand même beaux. Ils sont malades, les skin suits cette année de iBike. Oh my God, le Hot Wheel. Là. Ouais. Oh mon Dieu, c'est beau. On n'a pas eu de mise en demeure encore, donc... Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je vais dire les chaussures. Là. Les chaussures. Des bonnes chaussures de vélo. Confortables. Pour moi, ça a quand même fait une bonne différence. Là. T'as-tu un pied large et t'as eu de la difficulté à trouver? Non, j'ai quand même des pieds étroits. Okay. En fait, quand je voulais essayer des bonnes à un moment donné, fait que j'avais mesuré mes pieds, puis j'étais comme limite entre le narrow puis le normal. Là. OK. Fait que tu peux t'en tenir dans les... Donc, je peux m'en tenir dans des chaussures, là, dans pas mal tous les modèles. Ouais. Donc, c'est ça. Des chaussures, mes chaussures actuelles sont vraiment, vraiment rigides, puis je trouve ça le fun. Là. Parce que j'ai pas besoin de les serrer beaucoup. Pour sentir que j'ai un bon transfert de puissance. Ouais. Mais... Donc, ça, des vêtements confortables. Puis, ça va peut-être te surprendre, l'autre raison. L'autre item. Je veux dire des pneus. Des pneus? Des pneus. OK. Tout le confort de ton vélo passe par les pneus. Par le point de contact, finalement. C'est le point de contact que tu as avec la route. Donc, les compagnies de vélo, là, quand ils vont dire qu'ils ont fait un poteau de selle qui flex puis qui te permet d'avoir du confort... Tu sais, c'est vrai. On est-tu obligé de s'acheter des René Hurst ou... Mais la première façon, façon facile là, que tu peux faire pour être confortable sur ton vélo, tu mets un pneu une taille plus large, puis tu enlèves 10 PSI dans tes pneus. Donc, avant, il n'y a pas si longtemps, là, tout le monde roulait en pneus 22 mm puis 23 mm à 130 PSI. Donc, tu rentres de ta ride, puis tes plombages, ils sont lousses. Puis là, maintenant, ça roule. Il y a du monde qui course avec des 30 mm maintenant à 65, 70 PSI. Ouais. C'est confortable.
tu ressens pas autant les bosses dans la route, tu as beaucoup de grip, ça te donne un peu d'assurance. Puis les nouvelles technologies de pneus font en sorte que tes pneus en 30 mm à plus basse pression, t'as pas l'impression de rouler avec des enclumes. Là. Non. C'est sûr, tu as une petite pénalité de poids, entre des 25 et des 30. Ouais. Mais là, des 25, là, c'est rendu old school quasiment. Là. Tout le monde roule minimum en 28 là, maintenant. Ouais. Moi, je fais la transition tranquillement, pas vite. Là. Il me reste quelques 25 en stock chez moi. Là, j'ai un 28 en arrière puis un 25 en avant sur mon vélo. Là, mais c'est juste parce que je les ai. Là. Si les pneus, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est peut-être un enjeu sous-estimé où est-ce que les gens veulent économiser puis veulent pas payer. Là. Mais c'est comme sur un char, des bons pneus, ça fait une différence. Les gens veulent pas payer, mais des pneus, il y a plusieurs sites Internet là, qui testent la résistance de roulement des pneus. Des Continental Gator Skin là, qui sont très populaires. Les gens disent « Ah, moi, je vais mettre des pneus, je veux pas faire de flat. » C'est ça. Un Continental Gator Skin à 40 km/h. J'ai juste ce data-là, à 40 km/h. Mais ça, c'est linéaire. Là. Soit étant dit, c'est pas comme l'aérodynamique. Là. Parfait. 40 km/h, c'est genre 22 watts de traînée par pneu. Wow! 22 watts. Puis des pneus de contre-la-montre en coton, là, super mince, super rapide, c'est 6 watts. Donc, t'as un juste milieu. C'est quoi un pneu en coton super rapide? C'est quoi, mettons, un brand qui fait ça? Genre un Vittoria Corsa Speed, par exemple. Okay. Un Corsa Speed, c'est mince. Ça dure 500 km. Ah oui, non, ça... tu peux même pas faire des crits avec ça. Là. Ah ouais, tu vas le Non, non, ça, tu roules en contre-la-montre, tu l'enlèves après 20 km. Là. Quand il est neuf, il mesure 1,7 mm d'épais. Oh là là! Donc, okay. Quand il est neuf. Là. Quand il est neuf. T'es ça à la fesse, comme on dit. C'est ça. Donc, des pneus, tu sais, un Continental 5000, un Continental Four Seasons à la limite, là, si tu vas avoir un peu plus de résistance aux crevaisons. Tu sais, t'es comme dans le 10-11 watts de résistance au roulement. Puis c'est un pneu qui est quand même robuste. Là. Ouais. Surtout si tu le prends en tubeless, puis un petit peu plus gros. Là. C'est énorme. Là. Ça te prend combien de temps d'entraînement? Gagner cette différence-là. Là. C'est 10 watts par tire. Parlant de ça, là, on va faire un dernier petit segue, un petit dernier segment sur les transmissions. Parce que quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser aux fameuses oversize pulleys sur les dérailleurs. C'est les gens... Quand tu commences une phrase par les gens... les gens qui mettent des poulies oversize sur leur vélo. Ouais. C'est les influenceurs qui les payent pas. Ou les gens qui modifiaient leur Honda Civic dans le temps. Ça, c'est de la grosse controverse. Oui. Ouais. Mais je dois créditer ce quote-là. C'est le Clan Knox qui ont sorti un meme là-dessus il y a 3 ans. Là. Ah, merci Vincent. Merci Vincent du Clan Knox. Toute la pourriture éditoriale, c'est même pas nous qui l'avons. C'est le clan là, qui... Mais non, ça sert à rien. Okay. Mais pourquoi, maintenant, ça sert à quoi sur des pneus? Pourquoi ça marche, ta réflexion sur les pneus, puis pourquoi ça marche pas sur l'oversize pulley? Acheter un kit Ceramic Speed au complet, là, c'est genre 2000$. Des bearings dans tes roues, des bearings dans ton pédalier, des bearings... Des bearings en céramique, ça requiert beaucoup plus d'entretien que des bearings de qualité normale. Pas des bearings fabriqués en Chine, enduro. Tu achètes des vrais bearings fabriqués en Europe ou en Allemagne ou aux États-Unis. Il y en a plein de marques. Des bearings de boîtier de pédalier en céramique, par exemple, ça coûte cher. C'est mieux d'en acheter en métal puis les changer plus souvent. Parce que tu vas être sûr qu'ils vont tout le temps bien tourner, tandis que les autres en céramique, à un moment donné, il faut que tu les nettoies, il faut que tu remettes de la graisse, puis c'est juste les billes qui sont en céramique. Le corps du bearing, il est en métal. Puis celui-là, s'il y a de la poussière qui rentre dedans, ben la céramique ne s'use pas, mais ça va être abrasif sur le métal. Donc,
tu t'achètes des bearings ordinaires et tu échanges plus souvent, ton vélo va être plus agréable à rouler. Il ne fera pas de bruit, il va tout le temps être bon. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a toujours aussi cette prémisse-là que si tu payes, mettons, vraiment plus cher pour des bearings en céramique, tu as l'impression qu'ils vont durer plus longtemps parce qu'il y a aussi ça un peu dans le marketing. Ouais, mais ils vont durer plus longtemps si tu les entretiens. Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu as l'impression que ça te soustrait à faire l'entretien. C'est ça, mais il faut que tu les fasses. Ouais. Puis des bons bearings en métal normal, là, ça dure longtemps. Ouais. La vraie question là, de la transmission, c'est plus Tiagra 105, Ultegra, SRAM, Rival, Force, Apex, Red. Le nouveau 105 DI2, là, c'est vraiment hot. Les manettes sont compactes. Anciennement, le 105 à frein à disque avec les freins hydrauliques. Les grosses, manettes, les gigas. Là. Wow, ouais. Donc là, le nouveau 105, c'est pratiquement la même chose que le Ulteg puis le Dura-Ace, surtout en transmission électrique. Là. Ouais. Cela dit, le 105, c'était le People's Group Set là, avant. Là, quand j'ai autre épisode, vélo aluminium 105, 1500 $. Ben, maintenant, un vélo en 105 aluminium, en fait, je ne sais pas si ça se fait. C'est rendu carbone 105. Carbone 105, c'est rendu 4, 6. 5? Ouais, j'aurais dit 5. 6 000. 5, c'était chanceux. Ouais. Ouais, parce que le Gruppo, il se détaille combien? Le Gruppo 105 Shimano, électronique, frein à disque. J'ai aucune idée. Ça fait longtemps que j'ai pas changé de groupe 7. Moi, j'ai du SRAM Red électrique, première génération, avec des shifters SRAM Force, deuxième jeune. J'ai c'est comme des blocs Lego là, que je me suis assemblé. Là. Ouais. Mais bon, c'est ça que j'ai parce que c'est ça que j'ai. Puis c'est quoi, si on reprend notre purpose éducatif, c'est quoi la différence entre un 105 et un Ultegra? Toutes les gens se posent cette question-là, tu sais. Le prix, hein. Rendu là, maintenant, là, il est un peu plus léger, mais la majorité du poids... Là, parce qu'il faut savoir que ça trickle down sur l'autre niveau en dessous. Le nouveau 105 est tellement rendu bon que je vois pas l'utilité d'aller... Sûrement qu'il est rendu meilleur que l'Ultegra de la génération précédente. 100%. C'est ça. Là, 100%. C'est ça les freins sont rendus vraiment hot. Les manettes sont plus compactes. Puis SRAM aussi, là, les nouvelles manettes de SRAM sont rendues plus petites. Ils ont vraiment... le nouveau là, qui ont sorti... Le nouveau, puis même le nouveau Force puis le nouveau Rival là, les deux sont plus compacts. Plus ergonomiques, là, parce que t'es reconnu pour être plus grosse là, chez SRAM. Plus grosse. Puis ensuite, à toute fin pratique, là, le shifting électrique dans les deux, c'est bon. Là. Mettons, avoir à choisir, j'irais prendre du Shimano juste parce que je pense que c'est peut-être plus fiable un peu à long terme. Puis historiquement, Shimano a fait des produits qui étaient intercompatibles. Tandis que SRAM... c'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est ça. Moi aussi, même quand je parle des pédales, là, souvent les gens ils ont des pédales look parce qu'ils coûtent un peu moins cher. Puis j'en ai tellement vu des pédales look pétées, là, mais j'ai jamais vu une pédale Shimano pétée. Puis les pédales look, après un an, sont rendues toutes lousses. Sont légères. Là. Mais c'est ça, les Shimano, ça dure tellement plus longtemps. Là. En fait, je les ai plus. Là. Je les ai passés à très long terme à un gars de mon équipe. Là, j'ai des pédales Dura-Ace 7800. Oh wow. C'est vieux, là. 2011, genre. Que j'ai échangé à François Parisien, un ancien cycliste professionnel, pour une bouteille de vin. Fait, j'avais besoin des pédales. Allô, François, qui est maintenant dans l'escalade. Ouais. Donc, lui, il a fait combien de kilomètres avec avant que moi, je les aille? Moi, je les ai eus pendant 5 ans. Puis mon ami, ça fait au moins 4 ans qu'il les a. Puis ils n'ont jamais été ouvertes. Jamais été graissés. Ils tournent encore comme s'ils étaient neufs. Ils n'ont aucun lousse dedans. Ouais. Alors, ça, c'est très fort. C'est ça. Hey, on finit là-dessus, Nick. Merci. Merci pour cet épisode. C'était pas super, finalement. Non, on n'a pas tant fait de rant. Pas besoin. Là. On est dans la bienveillance. Non, c'est ça. Mais on pourrait peut-être faire un mot de fin là, sur les nouveaux vélos. Là, parce que j'ai juste
dit que les nouveaux vélos, c'était trop cher. Là. Il te reste de la colère ou... Non, je vais dire que les nouvelles innovations dans ce que je pense qui est bon, là, des tires plus gros. Mm-hmm. Donc, tous les vélos, maintenant, tu peux mettre des pneus à 35 mm. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment hot. Puis, c'est les vélos en composite qui te permettent de faire ça. C'est juste parce que tu peux faire des shapes plus fancy là, pour te permettre d'avoir des pneus qui passent. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment hot. Puis, le gearing sur les vélos. Ah, on n'en a pas parlé, là, mais on voulait en parler. OK, je te donne 2 minutes, vas-y. Mais les options de braquet que tu as sur les vélos, là, avant, c'était 53-39. T'étais dans une petite fenêtre là, de ce que tu pouvais... Tout le monde qui se disait un cycliste de performance grimpait des côtes avec une 39 puis une 25 en avant. Une 39 en avant puis une 25 en arrière. Là. Ouais. Mais à l'eau, la douleur de genou, là. La cadence trop basse. La cadence, tout ça. Ouais. Puis, en fin de semaine, je me suis mis une cassette 32 en arrière. Puis une 32, je me suis quand même fait dropper. Mais au moins, quand je me suis fait dropper, j'étais confortable. T'étais confortable, t'avais une belle cadence. C'est ça. Ouais, le gear ratio, c'est bon d'avoir d'avoir des ratios faciles. Là. Tu peux pas trop avoir de ratios faciles parce que tu as 12 vitesses. Là. C'est ça. Faut pas qu'il y ait trop de gap entre les vitesses. Les 6 dernières, quand tu vas vite, tu roules sur le plat, là, d'une cassette à l'autre, là, sont quasiment toutes pareilles. Là. Tu regardes les cassettes chez Shimano, là, 12 vitesses, là, les 6 premières, là, les 6 plus tough, sont quasiment toutes pareilles. Puis après ça, c'est juste l'étalement entre les autres qui est plus évasé. Plus écarté. Ouais. Donc, tu prends la plus grosse qui fit sur ton bicycle. Tu te prends un pédalier compact. 50-11, tu vas aller à 50 km/h avec ça t'en masse. Ça devrait être correct. Pas besoin de sprinter en descendant. Parce qu'à 50 km/h, là, sur le tarmac à SL8, là, c'est plus que 16 secondes, on se le rappellera. Ouais. On finit là-dessus. C'est ça. C'est quoi ta vitesse moyenne sur l'année? C'est quoi ta vitesse moyenne? Merci, Nick. On se reprend bientôt. Ça fait plaisir. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode geek autour de la performance cycliste. On se revoit très bientôt dans un autre épisode du podcast Jamais assez. Merci de votre confiance.